Good Morning Business, Business Today. Plusieurs associations s'inquiètent de l'explosion du coût de la vie pour les étudiants. Selon une enquête de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, le coût moyen de la rentrée va dépasser pour la première fois les 3 000 euros, 3 024 euros précisément. C'est un chiffre en hausse de 4,7% par rapport à l'an dernier. On va en parler avec Étienne Matignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FAGE. L'UNEF a également effectué ses calculs et estime que le coût de la vie pour les étudiants a augmenté de 6,5%. Là, on est au-dessus de l'inflation. Pour quelles raisons est-ce que les étudiants sont particulièrement victimes de cette hausse des prix? Les étudiants sont particulièrement touchés parce que les produits qui ont été le plus touchés par l'inflation, c'est notamment les produits de premier prix, donc les pâtes, le riz, les produits frais, et c'est les produits vers lesquels les étudiants vont se tourner principalement pour leur alimentation. Alors parmi les dépenses qui augmentent fortement, il y a l'alimentation, vous en parlez, plus 15,4%. Il y a surtout les loyers. Et le gros problème, c'est qu'alimentation et loyer, ce sont des dépenses contraintes auxquelles on ne peut pas échapper. Exactement. A priori, manger et se loger, c'est nécessaire si on veut pouvoir vivre, mais aussi étudier en tant qu'étudiant. Et surtout, le loyer, ça représente quasiment 50% de l'assiette quotidienne, en tout cas des dépenses de vie courantes qui vont être faites par les étudiants et étudiantes. Et donc cette augmentation de 9%, elle se répercute d'autant plus dans le portefeuille des étudiants. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette estimation, dans ce calcul, dans ces 3 000 euros? Il y a évidemment le logement, la nourriture, il y a aussi d'autres dépenses? Tout à fait. Alors globalement, les 3 000 euros, ils sont séparés en deux parties. Donc la première partie, c'est les frais de vie courante. Donc comme vous venez de le dire, la restauration, le loyer, les frais mobiles, internet, etc. Et des frais ponctuels de rentrée, donc avec les droits d'inscription, la contribution de vie étudiante et de campus. Et un certain nombre d'autres frais du coup qu'on paye uniquement à la rentrée, le matériel pédagogique par exemple. Avec des disparités en fonction des régions et aussi en fonction des filières dans lesquelles les étudiants sont inscrits. Exactement. La FAGE, du coup, on a un modèle avec des fédérations et on a l'ensemble de nos fédérations qui ont sorti elles-mêmes un coût de la rentrée, donc par filière et par territoire pour pouvoir comparer. Conséquence de toutes ces augmentations, plusieurs études ont montré une véritable paupérisation des étudiants. Certains ont renoncé à faire 3 repas par jour, on en avait beaucoup parlé. Selon l'UNEF, 38% des étudiants ont également renoncé à des soins médicaux pour des raisons économiques. C'est des chiffres qui sont absolument alarmants et surtout au lendemain d'une crise Covid où on le sait, notamment la santé mentale des étudiants et étudiantes a été particulièrement impactée. C'est quand même terrible de se dire que certaines aimeraient pouvoir se tourner vers des professionnels de santé mais n'y vont pas. Face à toutes ces augmentations, certaines aides n'ont pas suffisamment progressé, notamment les APL. Tout à fait. Aujourd'hui, les APL n'ont pas bougé alors que pourtant l'inflation monte en flèche. Et selon nous, il y a une réelle problématique d'aide sociale globalement, vous parlez des APL, mais il y a aussi les bourses sur critères sociaux qui malgré tout ont été revalorisées cette année, mais qui attendent elles-mêmes en tout cas une réforme systémique. La ministre de l'Enseignement supérieur le disait elle-même que le système était à bout de souffle et on a énormément d'attentes en tout cas à ce sujet. Oui, le gouvernement doit faire des annonces sur les bourses au mois de septembre. Qu'est-ce que vous attendez ? Nous, globalement, la FAGE, on demande de respecter 3 principes. Donc, le premier, c'est l'émancipation. Aujourd'hui, une bourse sur critères sociaux pour un étudiant, elle est calculée par rapport à la situation de ses parents. Sauf que la situation des parents, elle est rarement corrélée en réalité à la situation sociale d'un étudiant, parce que pouvoir aider son enfant à hauteur de 1 100 euros par mois, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Ensuite, la territorialisation. Donc, vous le disiez vous-même, il y a des différences entre les bassins de vie. Quand on habite à Paris, quand on habite à Saint-Étienne ou dans les Outre-mer, on ne va pas payer la même chose. Donc, pourtant, les bourses aujourd'hui sont les mêmes. Exactement. En tout cas, les bourses sur critères sociaux, il n'y a pas de disparité en fonction du territoire. Donc nous, on veut qu'elles soient territorialisées. Et enfin, l'universalisation. Nous, on pense que l'État doit pouvoir accompagner un maximum d'étudiants et d'étudiantes et de jeunes à étudier dans de bonnes conditions pour devenir un meilleur citoyen demain. Est-ce que ça peut être la seule réponse ? On sait qu'avec les bourses, il y a aussi des effets de seuil qui sont parfois importants. C'est-à-dire les enfants de la classe moyenne n'ont souvent droit à aucune aide. Contrairement à d'autres élèves qui sont peut-être moins favorisés mais qui ont droit au maximum des aides. Exactement, ça c'est aussi quelque chose qu'on demande notamment à plus court terme et qu'on avait plus ou moins en tout cas obtenu lors des dernières annonces de la ministre. C'est-à-dire qu'effectivement à 20 € de revenus près par an entre 2 foyers, on allait avoir un montant de bourse avec une différence de 1 000 €, ce qui n'a absolument aucun sens. Et donc ça a priori ça a été corrigé pour cette année, mais pour nous on veut évidemment que ça le soit à long terme. Est-ce que le logement est plus facile dans les zones où il y a un encadrement des loyers ? Est-ce que c'est plus abordable pour les étudiants
dans ces zones-là? Bien sûr, et surtout au-delà d'être plus abordable, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup moins d'arnaques. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les étudiants et étudiantes c'est aussi un public qui est très facilement arnaquable, dans le sens que comme on a énormément de difficultés à trouver un logement, un loyer, on se retrouve avec beaucoup d'étudiants et étudiantes qui juste font face à des prix absolument anormaux, mais simplement ils ne le savent pas parce que potentiellement c'est leur premier logement. Qu'est-ce que vous proposez? Faudrait davantage de contrôle, de sanctions? Exactement, et nous surtout on aimerait que l'encadrement des loyers il soit réellement appliqué dans les zones tendues, puisqu'aujourd'hui c'est notamment les collectivités qui en décident de s'il y a un encadrement ou pas. Sachant que la majorité des étudiants se logent dans le parc privé, est-ce qu'il faudrait construire peut-être davantage de logements sociaux pour les étudiants? Tout à fait, nous c'est ce qu'on a demandé à plusieurs reprises. Malheureusement sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron il y avait un plan 60 000 logements qui était là pour ça, et on n'a eu que 37 000 des 60 000 logements qui ont été construits, donc il y a une mission qui a été lancée à nouveau par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Simplement, on n'a toujours pas été particulièrement contacté par cette mission de 1, et de 2, cette construction de logements, elle doit se faire la plus rapidement possible. C'est intéressant de faire une mission, mais il faudrait peut-être aller un peu plus vite. Est-ce que la France met suffisamment de moyens pour aider les étudiants? On se désole quand on voit le classement PISA, la France qui ne brille pas toujours dans ce classement. Est-ce qu'avec davantage de moyens, on aurait, vous le pensez, de meilleurs résultats? Bien sûr, aujourd'hui, investir dans la jeunesse, c'est quelque chose qui paraît a priori évident pour un pays, en plus, une aussi grande puissance économique comme la France. Nous, en plus, on a plein de questions. C'est-à-dire que, typiquement, il y a des études qui ont montré que 1 euro investi dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est 4 euros de retour sur investissement pour un État. Donc, c'est quand même hyper sécure. Sauf que le retour sur investissement, il n'est pas immédiat. Exactement. Et c'est bien ça la différence. Et le problème, c'est que ça, c'est le retour sur investissement économique. Mais derrière, le retour sur investissement en termes de santé, en termes d'hygiène, en termes d'éducation, tout ça c'est des choses qui n'ont pas de prix et qui d'une certaine manière ne seraient que favorisées par un meilleur investissement, notamment dans les bourses sur critères sociaux pour les étudiants. On aime bien parler d'argent, vous savez, à BFM Business. Est-ce que vous avez chiffré l'enveloppe qu'il faudrait pour améliorer les conditions de vie des étudiants? Écoutez, c'est quelque chose qui est assez variable. Nous, globalement, on sait que, aujourd'hui, les bourses sur critères sociaux, c'est à peu près 3 milliards. On pense que, clairement, l'enveloppe, elle pourrait être doublée, triplée, voire quadruplée, en fonction aussi de la philosophie qu'on veut y appliquer. En tout cas, nous, dans le système qu'on prône, en tendant vers cette universalisation, effectivement, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais comme je vous le disais, c'est pas de l'argent qui sera perdu. Au contraire, c'est un retour sur investissement qui sera fait sur le long terme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on se dirige de plus en plus vers un enseignement à 2 vitesses, avec d'un côté les étudiants issus de familles favorisées qui ont les moyens de payer évidemment leur vie au quotidien, mais aussi d'accéder à des grandes écoles, et les autres? Complètement, surtout qu'aujourd'hui, donc vous parlez de l'aide des parents, mais il y a aussi 2 autres moyens globalement de pouvoir subvenir à ces besoins, c'est de se salarier ou d'avoir un prêt. Donc commencer dans la vie avec un prêt étudiant, c'est pas forcément, c'est un peu compliqué. On part avec un fardeau, quoi. Ouais, exactement. Et en plus, se salarier, on sait que ça réduit nos chances de réussite, en tout cas de valider son diplôme, et donc forcément, ça favorise l'échec chez les étudiants et étudiantes les plus défavorisés. Merci beaucoup, Étienne Matignon, président de la FAGE. Merci d'être venu en plateau. Merci à vous. Ce matin, on le rappelle, le coût de la vie pour les étudiants qui a passé pour la première fois les 3 000 € selon vos derniers calculs.